Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. C'est un plaisir de vous retrouver, fidèles auditeurs de la RPA, ce rendez-vous d'actualité de ce lundi 7 juin 2021, dont voici le sommaire. Des éléments armés rwandophones qui pullulent dans la forêt de Kibira en commune Mabayi inquiètent la population de cette localité. Un groupe d'Imbonerakure qui serait mis en place par le commandant des troupes affectées dans la réserve naturelle de Rukoko est accusé de dépouiller les biens de la population de la colline zone Buringa en commune Bubanza. Le torchon brille au sein de l'administration communale de Makamba. Après les accusations de mauvaise gouvernance de deux conseillers de l'administrateur, c'est au tour du comptable de charger cet administrateur. Et puis, le manque de matériel suffisant dans le secteur de l'éducation serait lié au détournement ou à la mauvaise organisation du budget de l'État. C'est l'analyse du professeur Charles Nditige que vous allez entendre dans ce journal. On est de Shimagize à la présentation des détails dans quelques secondes. En page sécurité, un cadavre d'un homme a été découvert dans la matinée de ce dimanche en commune Mutumba de la province Karuzi. Les sources sur place révèlent que la victime a été assassinée à coups de machette. Plus de détails avec Eloge Diveremesh. Gérard Ilabakina, c'est le nom de l'homme tué dans la nuit de samedi à dimanche. Il était agriculteur et habitait la colline Gatsera de la commune Mutumba, c'est en province de Karuzi. Les voisins de la victime disent que l'étanché s'assoivent dans un bar durant cette nuit avant de quitter ce bar après 23 heures pour rentrer chez lui. Les membres de sa famille ont découvert petit matin le cadavre de leurs proches devant l'entrée du ménage. Un des voisins de la victime explique qu'à première vue, le cadavre de Ilabakina Gérard montrait qu'il a été sauvagement tué. Son corps a été découvert à l'entrée de son enclos et il présentait des signes qui manifestaient que la victime avait été tuée à coups de machette. Des signes de blessures se remarquaient au niveau de son cou et de sa tête. Certains pensent qu'il aurait été tué dans un autre endroit. Ceux qui ont vu le cadavre pensent que Gérard Ilabakina aurait été tué dans un autre endroit et que son corps aurait été jeté devant son ménage. Un constat a accentué nos inquiétudes car à l'endroit où le corps a été découvert, il se manifestait peu de sang de sorte qu'il est difficile de croire qu'il a été exécuté devant son ménage. D'où certains ont pensé qu'il aurait été tué dans un endroit proche de son domicile et qu'il aurait ensuite été amené alors que son sang coulait toujours. La police a arrêté ce dimanche 6 personnes pour des raisons d'enquête. Parmi ceux qui ont été arrêtés figurent ceux qui étaient avec la victime dans un bar dans la nuit du samedi, le frère de la victime ainsi que certains de ses voisins. Merci à toi, Eloge Diveremecha. La population de la commune Mabayi en province de Chibitoke se dit inquiète des éléments armés rwandophones qui pullulent dans la forêt de la Kibira. Des éléments qui des fois font des accrochages avec les éléments de l'armée burundaise. La population a alors peur de les voir un jour s'en prendre à elle et commettre des massacres. Le point avec Daniel Claire, il la trouve. Les jours de jeudi, samedi et dimanche, des coups de feu ont retenti dans la Kibira. Une source militaire dit qu'il s'agissait des militaires du 222e bataillon qui venaient de faire une relève dans la Kibira, qui par mégarde se sont retrouvés entre les positions des rebelles rwandais du FLN. Selon notre source, ces rebelles qui viennent de passer des années campés dans cette forêt auraient pensé qu'ils étaient attaqués et ont ouvert le feu. Les échanges auraient occasionné un mort dans le rang des rebelles rwandophones. Une fille précise notre source au sein de la FDN. 2 jours plus tard, les rebelles rwandais ont rendu en embuscade aux éléments burundais. Notre source militaire révèle que cette fois-là, 6 militaires burundais ont été blessés. Encore ce dimanche, les sources de la RPA indiquent qu'il y a eu des coups de feu.
Cette situation fait peur à la population. La population craint que ces éléments rwandais ne deviennent incontrôlables et commencent à s'en prendre à elle. Ceci d'autant plus que, selon la population, il est bien visible que les militaires burundais n'ont pas de souci avec la présence de ces rebelles rwandais sur le sol burundais. La disposition d'opposition militaire burundais démontre une certaine collaboration avec ces éléments rwandais, dénonce la population. Floribert Biyeleke, porte-parole de l'armée burundaise, n'a pas voulu s'exprimer à ce sujet. Merci à toi, Danny Claire Iratumva. Par ce qu'il était toujours, 12 personnes ont été assassinées dans cette province du pays durant la semaine écoulée. La province de Chibitoke prend la tête du classement. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Eric Nyonzima. Les 7 provinces dont il s'agit sont Chibitoke, Makamba, Kayanza, Rumonge, Bujumbura, Karusi et Changuzo. La province Chibitoke porte le drapeau ASL et a enregistré au moins 3 assassinats. Le premier est un homme qui n'a pas été identifié. Son corps a été découvert au bord de la rivière Rusizi, dans une localité appelée Mirango, située en commune Buganda jeudi dernier. Les auteurs du crime restent inconnus. La deuxième victime est une femme du nom de Sylvie Chouga. Son corps a été découvert sur la colline Rugajo en commune Mugina lundi dernier. Selon nos sources à Mugina, la victime aurait été violée avant d'être tuée. La troisième personne tuée à Chibitoke était un sexagénaire du nom de Lazare Sakubu. Elle a été décapitée par des inconnus sur la colline Ezone, Nyamakarabo en commune Mugina lundi dernier. Les soupçons de sorcellerie seraient à l'origine de cet assassinat. Dans la province de Bujumbura, la RPA a pu répertorier 2 cas. Il s'agit d'un certain Pierre Ngendakumana, âgé de 46 ans, retrouvé mort samedi dernier dans la rivière Manda, du côté de Karamu. Nous sommes en commune Mtimbuzi. Les mobiles de cet assassinat restent inconnus. L'autre est un enfant du nom de Queen Mugisha, âgé de 9 ans. Elle a été égorgée par des inconnus sur la colline Kishingano, zone Nyambuye, en commune Isare, mardi dernier. 9 personnes ont été arrêtés pour des raisons d'enquête. La province de Makamba a également enregistré des meurtres. Les 2 victimes sont des enfants d'un âge compris entre 7 et 13. Leurs corps ont été découverts dans le lac Tanganyika, tout près de l'hôtel East Africa, en commune Nyanzarake. C'était jeudi dernier. Les circonstances de leur mort restent floues. 2 personnes ont également été tuées en province Kayanza. Cela s'est passé lundi dernier au domicile du nommé Kasmile Shinyabashira. Les victimes sont une sexagénaire et sa petite fille. Elles ont été tuées à l'aide d'une grenade lancée par des inconnus sur la colline Ruzingati en commune Gahombo. En province Karusi, une personne a été tuée. La victime est un certain Gérard Dirabakina. Elle a été poignardée par des inconnus sur la colline Kasera, commune Mutumba, samedi dernier. 4 personnes ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. Même chose en province Changuzo, où un homme d'un âge compris entre 55 et 60 a été retrouvé mort vendredi dernier sur la colline Ruramba en commune Gisagara. La victime s'appelait Mbonima et était portée disparue depuis 1 mois. Les auteurs de ce crime restent inconnus. Armongue, un enseignant, a également été tué, fusillé par des gens non encore identifiés. La victime s'appelait Célestin Bigirimana. Le crime a eu lieu mardi dernier sur la colline Bihinde de la commune Bugarama. Des mobiles politiques seraient derrière cet assassinat car auparavant, la victime était membre du parti CNDD-FDD avant d'intégrer le parti Sénéré d'Agatogwasa. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Courte pause, nous poursuivons avec la page politique. RPA. C'est très honteux de voir que 49 ans après, la vérité sur les massacres de 1972 n'est toujours pas connue. Propos de Jean Bosco Ndaïkengurukiye, l'une des victimes des crimes de 1972. Cet homme politique fait également savoir que même si la démarche du pouvoir en place est salutaire, il ne devrait pas en profiter pour occulter certains faits pour ses propres intérêts car il devra en rendre compte. Suivez plutôt Jean Bosco Ndaïkengurukiye. Pour la première fois de l'histoire, on vient de toucher là où les pouvoirs ont succédé n'ont jamais voulu toucher, y compris le CNDD-FDD lui-même qui est au pouvoir depuis plus de 16 ans. C'est normal que l'opinion puisse poser beaucoup de questions autour de ce qui motive le CNDD-FDD à s'agiter pour essayer de qualifier de génocide contre les Hutus. Parce qu'en effet, le CNDD-FDD, comme je viens de le dire tantôt, est au pouvoir depuis 2005. Donc plus de 16 ans sont écoulés
Imbonerakure, et le CNDD n'a rien fait. Pire encore, le CNDD, autour du concept de réconciliation, ils ont ôté l'option de justice, alors que Arusha avait insisté sur la nécessité de justice transitionnelle, ceci pour éradiquer à jamais les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité au Burundi. Alors, c'est normal donc que les gens se posent beaucoup de questions. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir s'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts au niveau du pays. L'essentiel, c'est que justice soit faite pour arriver directement plus de savoir qui ont tué les, pourquoi on les a tués ou on les a enterrés. Ils ont besoin aussi de la réparation. Et puis après, ils ont besoin de se réconcilier avec leurs frères. Alors, pour moi, comme d'abord victime de 13 1972, je referai comme la plupart des Burundais. Le problème se trouve à ce niveau, comment le pouvoir de CNDD-FDD appréhende la chose. Le CNDD-FDD qui pense que peut-être ça va l'aider à se maintenir pour longtemps, ça se retournera nécessairement un jour contre le CNDD-FDD lui-même. Donc il faut tout faire pour viser à établir la vérité pour l'intérêt général du peuple burundais, pour l'intérêt général de la réconciliation. Parlons droit de l'homme à présent. Un ancien officier de la police habitant de la zone de Gasenyi de la commune de Buganda en province de Cibitoke est sans trace depuis 5 jours. Pour le moment, sa famille dit avoir également commencé à subir des menaces d'intimidation. 5 jours après son enlèvement, le jeune Thierry Kwizera, originaire de la zone de Musaga, reste introuvable. Il a été arrêté en plein centre-ville de Bujumbura dans un magasin nommé Idéal, se trouvant tout près de l'endroit communément appelé Bata. Selon des sources sur place, ce jeune qui avait recouvré la liberté par grâce présidentielle depuis 9 jours a été embarqué par un agent du service national des renseignements, Dinodo Mathias Ndouimana, dit Atia. Depuis, sa famille l'a cherché dans tous les cachots, mais en vain. Je vous le disais en titre, un groupe d'Imbonerakure qui serait mis en place par le commandant des troupes affectées dans la réserve naturelle de Rukoko est accusé de dépouiller les biens de la population de la colline zone de Buringa en commune Gihanga de la province de Bubanza. L'exemple le plus récent est celui de vendredi de la semaine dernière, où certains habitants se sont fait voler des téléphones et une somme de plus de 100 000 francs burundais. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Lieutenant-colonel Ahonda Ishimiye, SS 1793 de la matricule, commandant du 212e bataillon affecté dans la forêt de la Rukoko, est accusé par les habitants de la colline et zone Buringa en commune Gihanga de la province de Bubanza d'avoir mis en place un groupe d'Imbonerakure qui dépouille les gens à leur passage et même dans les ménages. Selon ces habitants, ce groupe a été mis en place en collaboration avec Pasteur Hakizimana Digihugu, responsable communal des Imbonerakure à Gihanga. Ce citoyen révèle les noms de ces Imbonerakure, notamment leurs responsables au niveau de la colline Buringa. Ces gens dont Aaron est le responsable et qui sont zélés dans des actes de persécution sont Laurent Daishimiye, qui est le responsable des Imbonerakure, un certain Kigeri qui est appelé commissaire, Emmanuel surnommé Kadogo, Olivier, le surnommé Polisi, Toto, Deo et Vyamungu. Ces Imbonerakure malmènent vraiment des gens ici à Buringa. Dans la soirée de vendredi dernier, ces Imbonerakure ont volé aux passants. Le bétail n'est pas aussi épargné. Il y a quelques jours, ils ont frappé des gens et leur ont volé des téléphones et de l'argent estimé à 160 000 francs burundais. Ils se sont confiés aux représentants du parti à Buringa, le nommé Sadiki, mais rien n'a été fait. Si au moins la justice existait dans notre pays, il faudrait qu'elle agisse car nous sommes vraiment menacés par leur comportement. Ils ne laissent rien dans la maison, que ce soit les chèvres, les moutons, les vaches, ils emportent tout. S'ils ne peuvent pas muter cet Aaron et le retirer de notre zone, qu'ils essayent au moins d'arrêter ces vols et persécutions dont nous sommes victimes. Colonel Floribert Viereki, porte-parole de l'armée burundaise, a signifié à la RPA ne pas être au courant de la situation et a promis d'amorcer des enquêtes. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. Courte pause. Nous continuons avec la page de gouvernance. RPA. Le torchon brille au sein de l'administration communale de Makamba.
Après les accusations de mauvaise gouvernance de 2 conseillers de l'administrateur communal, c'est au tour du comptable de charger l'administrateur. Laquelle comptable en a même profité pour déposer sa démission à son poste, car, dit-elle, victime des intimidations de l'administrateur. Le point avec Elvis Nyomungé. Dans une courte lettre du 4 juin adressée à l'administrateur communal de Makamba avec comme objet la démission au poste comptable communal ad interim, Cécile Tuissabe écrit: Madame l'administrateur, j'ai l'honneur de vous annoncer ma démission au poste comptable communal ad interim parce que les intimidations que vous dirigez contre moi sont sans raison. Cette lettre est venue comme pour compléter celle des 2 conseillers de l'administrateur. Une lettre consignée comme ayant été reçue au cabinet du gouverneur le 3 juin. Dans cette lettre adressée au gouverneur, les 2 conseillers de l'administrateur accusaient cette dernière non seulement de malversation, mais aussi de mauvaise gouvernance. Ainsi, l'accusaient-ils d'avoir refusé le droit de travailler à Munezero Aline, désigné comme comptable communal par le conseil communal. C'était l'erreur des 2 conseillers Ndagijimana Siridi et Sabiyumba Bernard pour qu'elle puisse désigner à ce poste une personne qui ne le contredirait pas dans ses plans de détournement. Ainsi donc, l'administrateur Zouena Irakiz avait désigné à ce poste Cécile Tuissabe, la même qui faisait elle-même de jeter l'éponge parce qu'elle dit-elle, victime des intimidations de la part de l'administrateur communal Zouena Irakiz. Pour rappel, l'administrateur Zouena Irakiz a été accusé d'avoir tenté de faire couler ses 2 conseillers, à savoir Sabiyumba Bernard, conseiller chargé des questions politiques et sociales, et Ndagijimana Siridi, conseiller chargé des questions économiques et de développement, parce qu'ils sont critiques sur la façon dont l'administrateur Zouena Irakiza gère sa commune. Parlons gouvernance toujours, le président de la PARSEM demande une enquête minutieuse pour que les gens qui ont mal travaillé sur le projet de construction du barrage de Kajeke soient punis conformément à la loi. Faustin Ndikumana précise que la perte a été énorme pour le pays suite à la mauvaise attribution des marchés publics ou tout simplement à cause de la corruption. Suivez plutôt Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Normalement, le barrage de Kajeke devait être construit pour l'irrigation des plantations du riz ici à la plaine de Limbo. C'était dans l'objectif d'augmenter la production du riz, voire même pouvoir la doubler. Le coût, je crois, qui était estimé à environ 12 milliards. Et ce projet va durer bientôt 10 ans, et alors qu'il n'a pas encore été achevé. C'est un marché public qui a été mal attribué. Ça dénote de la corruption, du détournement des deniers publics. La perte est énorme pour le pays. Ces milliards qui ont été décaissés alors que le projet n'a pas abouti. D'autres milliards supplémentaires qui risquent d'être engloutis pour voir si on peut sauver ce qui peut être encore sauvé. Et la production du riz qui devait augmenter dans un pays où l'agriculture et l'élevage a une place de choix dans le développement économique. C'est honteux de voir d'autres résultats si on conçoit un tel projet. Et là où encore la malnutrition frappe fort, là où encore l'indice de la faim est élevé, là où les enfants encore de l'école primaire abandonnent l'école suite à une mauvaise alimentation. Donc si les efforts étaient pour augmenter la production du riz, vous savez, même la consommation du riz chez nous, le riz reste parmi les aliments les plus consommés. Et donc dans ce cas, la perte est énorme. Nous disons alors le gouvernement doit faire un effort visible dans la lutte contre la corruption. Il faut quitter le stade des mots, des intentions, commencer à frapper fort. Nous demandons vraiment une enquête sérieuse et minutieuse pour que les gens qui ont trempé dans cette histoire, les gens qui se sont méconduits par rapport à ce projet, soient punis de la façon la plus sévère possible, mais en respectant la loi. Le manque de matériel suffisant dans le secteur de l'éducation serait lié au détournement ou à la mauvaise organisation du budget de l'État. C'est l'analyse du professeur Charles Nditige après que certains députés se soient demandé pourquoi le matériel reste insuffisant dans les établissements scolaires alors qu'il y a un budget relatif. Seulement, ce qui pose problème, là où on s'interroge, c'est que on constate que dans les écoles, tant du fondamental que du post-fondamental, les élèves n'ont pas de matelas, les élèves n'ont pas de lit, et les élèves n'ont pas de banc pupitre, encore moins de livres des enseignants et les livres pour élèves. Et ce qui fait que les écoles secondaires, les directions des écoles sollicitent la contribution des parents pour acheter des matelas, pour acheter des lits. Et des fois, les directions de ces écoles secondaires et au poste fondamental s'adressent aux anciens élèves
de cette école pour contribuer à l'achat de ces matelas. Et nous l'avons fait à Rotovu, le ministre a dit qu'il l'a fait aussi, le ministre des Finances il a dit la même chose. Alors la question que nous posons, c'est de savoir où va cet argent. Et c'est-à-dire que cet argent est détourné au niveau du ministère ou au niveau des directions des écoles secondaires ou primaires. Et c'est-à-dire que cet argent n'est pas utilisé au niveau des rubriques pour lesquelles il était destiné. On peut aussi se demander s'il y a une certaine planification. Est-ce que le budget qui est voté annuellement tient compte de l'augmentation du nombre d'écoles tant primaires que secondaires? Est-ce que ce budget tient compte de l'évolution des effectifs des élèves? Le manque de matériel, c'est l'une des causes de la médiocrité de l'enseignement, selon toujours Charles Nittige. Aujourd'hui, depuis le niveau fondamental jusqu'à l'université, on constate que la qualité de la formation, la compétence et la compétitivité laissent à désirer à tous les niveaux, de façon qu'aujourd'hui, les ressortissants des écoles et des universités du Burundi, tant public que privé, n'ont plus les compétences, non plus les qualifications requises pour entrer en compétition avec les autres ressortissants des pays de l'East African Community ou du reste du monde, alors qu'avant, les élèves et les étudiants burundais étaient reconnus comme intelligents, comme compétents. Donc ce n'est pas l'intelligence des élèves ou des étudiants qui a diminué, c'est plutôt la qualité qui a baissé de manière outrancière. Et cela est extrêmement grave parce que aucun pays ne peut se développer s'il n'a pas les compétences requises, s'il n'a pas un niveau de qualification suffisant dans tous les secteurs de la vie nationale. Quelqu'un a dit d'ailleurs que si vous voulez mettre à genoux un pays, vous n'avez pas besoin de dresser une armée contre ce pays. Il suffit d'abaisser la qualité de la formation, de l'éducation dans ce pays et vous pourrez conquérir ce pays sans coup férir, parce que le pays sera dans les mains des économistes non compétents, des ingénieurs qui vont construire des ponts, comme on le voit, qui vont être détruits tout de suite, des médecins incompétents, et le pays sera ingouvernable, va tomber en faillite. C'est malheureusement vers là que nous tendons si rien n'est fait dans le court terme. Le projet de loi fixant le budget général de l'État, exercice 2021-2022, prévoit plus d'1,4 milliard de francs burundais pour l'achat du matériel au primaire et au secondaire. Les responsables de l'institution des notables devraient vite stopper le comportement des administratifs qui exigent des montants exorbitants aux personnes qui souhaitent adhérer à cette institution. Réaction du président du réseau des citoyens probes, après que le chef de zone Muheza, situé en commune Rutovu de la province de Bururi, et un groupe de membres du parti CNDD-FDD ait exigé des sommes colossales aux candidats. Gervais Nibigira estime que les administratifs ne devraient d'ailleurs pas se mêler de l'organisation de cette institution. Gervais Nibigira, président du réseau des citoyens probes. Depuis longtemps, nous savons que lors de l'investiture, il y a des boissons et de rafraîchissement qui sont demandés aux candidats, mais ces sommes ne doivent pas constituer un obstacle à ce qui veut intégrer l'institution. Et l'institution a des organes, et depuis la colline jusqu'au niveau national. Donc, il est donc incompréhensif, même étonnant, d'entendre qu'un administratif peut s'interférer dans la gestion de l'institution au niveau de la colline en demandant des sommes allant jusqu'à 100 000 francs, même plus, pour être investi. Donc cela devient comme le marchandage. Et donc, deuxièmement, nous savons que l'institution est là pour réconcilier, pour bien trancher, mais non pas pour avoir somme. Si une fois l'argent investi, on paye de l'argent, ils auront tendance à demander des points de vue à ceux qui auront à demander des services.
Donc, pour cela, nous demandons qu'il y ait l'arrêt de ce comportement qui ternit l'institution sur cette colline, mais aussi dans d'autres provinces où il peut y avoir ces pratiques. Et nous demandons également aux responsables de l'institution au niveau national d'opiner ces personnes qui sont inconduises pour protéger l'institution, car si une fois ces pratiques sont devenues monnaie courante, il y aura l'image de l'institution qui sera ternie et la population n'aura plus confiance en elle. La flambée des prix, surtout les produits alimentaires de première nécessité, fait toujours parler d'elle. Les acheteurs crient à une situation de famine imminente dans toutes les provinces si la situation persiste. Les prix de certains produits comme l'huile de palme, les pommes de terre et les oignons ont doublé si du moins on se réfère aux 3 derniers mois. C'est le riz connaît une variation tolérable des prix. Le point avec Eloge Cuisir. Les prix des produits alimentaires de première nécessité ne cessent de grimper du jour au jour. Les acheteurs s'inquiètent du fait qu'est commencé plutôt la période d'été où les prix devraient normalement diminuer. Ils n'hésitent même pas à dire qu'une situation de famine généralisée est imminente. Pour les pommes de terre, le kilo qui s'achetait entre 800 et 900 au mois de mars coûte actuellement entre 1400 et 1500 francs. Il en est de même pour les régimes de bananes dont les prix ne cessent de monter exponentiellement. Quant au bidon d'un litre et demi de l'huile de palme qui coûtait 2700 francs il y a 3 mois, le même bidon se vend aujourd'hui à 5000 francs burundais. La situation est similaire pour les oignons, les tomates ainsi que d'autres produits. Pour certains habitants de la capitale Bujumbura, la vie devient de plus en plus intenable, alors que les autorités se vantent toujours d'une surproduction de plusieurs produits locaux. Ils demandent plutôt au gouvernement de revoir certaines mesures qui interdisent les importations. Certains justifient cette situation par une forte pluie qui a endommagé les cultures, tandis que d'autres parlent de la problématique du manque de devises ou des conséquences de la pandémie de Covid-19. Eh bien, merci mesdames et messieurs, c'est parti que prend fait cette édition. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour les bonnes collaborations. À la présentation, c'était Onésime de Chimagizé. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir.